En fait, on se l'est vachement raconté. Moi, ce qui m'intéresse, une bonne partie, que ce soit Conan ou Batman, elle est réussie. Enfin, une partie réussie si ensuite tu la racontes à nouveau. Zombicide, Exploding Kitten, Kingdom Death Monster. Depuis quelques années, les jeux de plateau ont la cote et explosent tous les budgets des plateformes de financement participatif. Fort des succès de Conan et de Mythic Battle, Monolith, éditeur de jeux créé par Frédéric Henry, s'attaque cette fois au Chevalier Noir avec Batman Gotham City Chronicles. Chez Monolith, l'un des objectifs de Monolith, c'est clairement d'être sur des jeux qui racontent des histoires, encore une fois, d'être sur des jeux dont toutes les mécaniques sont faites pour t'immerger dans l'univers. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est cette sensation très cinématographique. C'est-à-dire que quand tu joues Catwoman, que tu es sur des hauteurs et que en bas, tu vois les ennemis et que ton personnage, ce que tu vas raconter, c'est que Catwoman va sauter. Tu l'imagines en fait sauter. Tu l'imagines, limite faire son salto en sautant, se réceptionner de manière très féline, etc. Et c'est cette sensation-là en fait. C'est pas un moment précis, mais c'est cette sensation de vraiment. Quand tu joues, tu retranscris des images de la BD dans ta tête en fait sur le plateau, quoi. Et oui, clairement, quand j'incarne Batman ou Catwoman et que je dois aller désamorcer des bombes, qu'avec Catwoman je me faufile pendant que Batman y tank, moi perso, oui, ça m'a... surtout t'as Bane en face, là, qui prend son venin et tout, Après, ça, c'est le joueur qui pourra en parler, mais là, je vous parle en tant que joueur, je vous parle plus en tant que graphiste. Mais oui, clairement, en plus, les maps sont très très belles, donc c'est ultra immersif. Les compétences dont je parlais, elles sont extrêmement précises, donc tu as tous tes bas de gadgets, tu choisis, tu as un nombre d'emplacements limité selon la taille de ta ceinture et tout. Ouais, franchement, tu t'y crois, quoi. Moi, je suis à fond dedans. Mais, Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que c'est assez bien fait, et que quasiment à toutes les parties, on retrouve des actions qu'il y a dans le comics. Après, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, il faut voir ce que les gens ils en pensent, mais moi, je pense qu'on a plutôt réussi là-dessus. C'est des trucs bêtes, mais par exemple, quand Batman, il descend, il saute, il fait une chute directement depuis un immeuble, il descend sur quelques goons, il les enchaîne avec sa capacité d'enchaînement, avec très peu de gemmes, on arrive à massacrer plein de gens, après il se déplace, il s'arrache, il est quasiment mort, il se sacrifie pour quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve que, je pense qu'on a plutôt réussi le truc. Pour moi, justement, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est que la partie, elle n'est jamais circonscrite à elle-même. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais le temps de la partie, disons 3/4 d'heure, 1 heure, c'est le temps de la partie. Mais sauf qu'en fait, il y a une sorte de méta-temps de la partie qui est ce que tu te racontes après, ce que ça t'a imprimé mémoriellement en fait, et le fait de pouvoir en reparler. Et ça, pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif d'un bon scénario qui exploite bien justement le système, qui est tourné vraiment axé vers ce truc-là, c'est de créer ce maximum de méta-jeux, c'est-à-dire de continuer à discuter de la partie ensuite. Initialement, Conan, ça a été présenté c'est né en 2009 à la Gen Con, d'une discussion avec Leonidas Vesperini. On avait envie de faire un jeu. Moi, j'avais une mécanique de jeu que je gardais pour Days of Wonder. Et à l'époque, j'avais pas d'argent. Sauf que moi, ça m'intéressait. Lui avait un magazine de jeux. On s'est dit, tiens, ça serait bien de faire un jeu. Enfin, on a commencé à parler de Conan. On s'est dit, ça serait bien de faire un jeu sur Conan le Barbare. En fait, on discutait de ce qu'on adorait. Nous, on adorait les zombies et on adorait Conan. Mais on savait déjà que les zombies avaient déjà un projet en cours qui deviendra ensuite Zombicide. Donc, c'était quand même... on savait que le projet était gros, donc on savait que nous, de toute façon, on pourrait pas le faire. Et plus tard, la question s'est à nouveau reposée. Et là, je me suis dit, je laisse tomber Days of Wonder, entre guillemets. Enfin, je vais essayer de faire moi-même mon jeu parce que vraiment ça m'intéressait et qu'on se rappelait, en fait, on a remangé avec Léo et on commençait à discuter à nouveau de cette discussion, justement. Ah, tu te rappelles quand on parlait de ça, etc. etc. Et du coup, je suis allé voir Erwan. Et puisque Erwan, je travaillais déjà avec lui, c'est chez lui que j'avais fait notamment Timeline, avant que ce soit racheté par Asmodée, et j'avais fait pas mal de jeux chez lui. J'étais en train de faire Bâtisseur, le premier Bâtisseur chez lui, et donc je le connaissais bien, et il était devenu un pote avec le temps. Et donc voilà, je lui ai dit, Erwan, voilà, j'ai ce jeu-là, j'y crois grave,
Par contre, moi, je suis pas éditeur, je sais pas éditer les jeux. Est-ce que ça t'intéresse qu'on s'associe? Et donc, voilà, je lui ai fait jouer, il m'a dit oui. Donc, on s'est tous associés et on a fait Monolith. Et puis, on se lance, quoi, nous-mêmes avec nos petits moyens. Moi, j'avais 80 000 € de côté, que j'avais mis avec Two Timeline, etc. Et Erwan, lui, avec Bombix, a mis 120 000 €. Donc on avait 200 000 € en gros, qu'on mettait peu à peu dans le temps pour financer toutes les préparatifs du jeu. C'est-à-dire les illustrations, c'était quand même très cher. Enfin, Adrian Smith, moi je me souviens que je lui faisais des virements, attention, quoi, c'était des très très gros virements, hein, à chaque fois à coût de 20 000 balles, 20 000 balles. Les sculpteurs, enfin on essayait vraiment de faire les choses entre guillemets bien. C'était une sorte de... Moi je joue beaucoup au poker, pour moi c'était un all-in. Il fallait vraiment, je mettais tout ce que j'avais dans ce jeu-là. Il fallait que ça marche. Et au final, on arrive jusqu'au Kickstarter. Donc moi, je fais beaucoup de démos en France. Cette année-là, j'avais fait 60 000 bornes en caisse, ce qui est beaucoup quand tu n'es pas représentant de commerce. Et on arrive au Kickstarter, et là, on a été complètement dépassé par le succès, parce que nous, on avait prévu dans nos scénarios entre 700 000 et 1,5 million. Le bon scénario, c'était de faire 1 million. Et on s'est retrouvé avec 3 350 000, je crois, un truc comme ça. Et ça dépassait largement nos espérances. Et d'ailleurs, ça a même, du coup, on n'était pas prêts à l'époque parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup à travailler effectivement sur le truc. Il y avait Erwan, Loïc et moi, vraiment être, on va dire, les mains dans le cambouis. Et du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup trop de stretch goals qui n'étaient pas encore prêts. Et ça a créé du retard sur Conan. Ça, c'est mon gros regret, c'est de ne pas avoir eu la présence d'esprit, on va dire, ou le courage de dire après 1,5 million, stop, on n'offrira plus rien. Et laisser le truc dérouler sans offrir de nouveaux stretch goals. Pour ceux qui connaissent pas Kickstarter, en gros, une fois que tu as atteint un certain palier, à partir duquel tu donnes des stretch goals, les stretch goals, c'est des gratuités que tu vas offrir et qui vont s'accumuler. Sauf que ça représente, en termes de prod, nous sur Conan, ça représente l'équivalent de la boîte de base. En gros, tu as 2 fois en matériel la boîte de base. Et le problème, ça n'a pas été tellement le matériel, même si ça a un coût très important, ça a été que pour ce matériel, Conan, c'est un jeu à scénario, il nous fallait des scénarios. Et là, ça nous a retardé terriblement dans le travail du scénario, parce qu'on n'avait pas de scénario non plus prévu pour tout ce matériel qui lui-même n'était pas prévu, on n'avait jamais imaginé que ça intéresserait à ce point-là les gens. Donc on a très vite engagé quelqu'un, David, puis on a engagé Adnan, puis on a engagé Tony, puis... En fait, on a cherché à rationaliser les choses et voir où étaient nos points faibles. Et on s'est aperçu qu'on avait besoin de gens pour faire des scénarios. Parce que le problème du jeu à scénario, c'est que c'est très très consommateur de temps et de travail. Et on avait besoin de gens pour la prod et la logistique. Parce que le problème de la prod, on est obligé de travailler en Chine, on est sur du plastique. Et on n'est pas en Chine. Donc on a dû trouver quelqu'un qui passe son temps entre la France, même pas la France en fait, c'est la France, l'Écosse et la Chine. Une fois que Conan roulait, une fois que les scénaristes étaient vraiment sur les scénarios, etc., moi je savais qu'il fallait un jeu derrière. Et moi j'avais envie de continuer à travailler sur le THS. Le THS, c'est le moteur de Conan. Et donc je suis allé à un salon, je suis allé à un salon qui s'appelle le Licensing Trade Show à Las Vegas, où j'ai rencontré, et c'était assez amusant parce que je suis allé vraiment comme ça, et j'ai rencontré des gens de chez DC notamment, et ça s'est très très bien passé, beaucoup mieux que je l'imaginais. Je pensais qu'ils allaient se foutre totalement de moi, etc. Et pas du tout. En fait, ils étaient très contents de ce qu'on avait fait, enfin très contents. C'est bizarre de dire ça, mais assez impressionnés de ce qu'on avait fait. J'avais une boîte de Conan, évidemment, avec Conan. Eux ne s'attendaient... Enfin, pour eux, le jeu, c'est pas ça. Pour eux, le jeu, c'était Monopoly, c'était des jeux d'échecs avec des bustes. Quand tu leur parles d'un projet jeu, la première chose qu'ils pensent, c'est un jeu d'échecs avec des bustes de super-héros de chez eux. Et là, non, on montrait qu'au contraire, c'était un truc qui racontait une histoire. Je leur ai aussi montré la campagne Conan, les chiffres aussi, tout simplement, parce que ça reste un business. Et ça s'est extrêmement bien passé ensuite avec eux. Vraiment, même à Paris, ça s'est super bien passé. On a pu faire jouer à Conan, carrément. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Ils étaient très intéressés parce que justement, ça les sortait aussi de ce qu'ils font habituellement au licensing, c'est-à-dire ils font beaucoup de tasses, de mugs, de chaussettes, de caleçons, des t-shirts. Ils étaient très contents de faire un peu autre chose.
Et ils le sentaient bien parce que le projet Conan, enfin voilà, en plus, on avait chez eux, enfin ils avaient déjà entendu parler du projet Conan. Et c'est marrant parce que là maintenant, la semaine dernière par exemple, je reçois un mail du studio animation de chez Warner qui travaille sur donc Warner DC qui travaille sur les animes Batman, et les mecs m'envoient des photos d'eux le midi en train de jouer à Conan parce que c'est en fait il s'avère qu'il y a dans leur groupe un mec qui avait pledgé Conan. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Finalement Conan, il y a eu beaucoup de côtés. Enfin, ça nous a vraiment servi aussi pour avoir quelque part. Enfin, pour nous installer chez Warner. Pour une raison très simple, les mecs qui travaillent dans ces métiers-là, ils ont aussi, enfin en fait ça les fait kiffer, ce sont des geeks, ils adorent ça, et donc ils ont les mêmes, en fait c'est des profils assez similaires aux miens au final. Et c'est des mecs qui aiment ça, qui aiment jouer, voilà, qui aiment les univers comme Conan, qui aiment évidemment qui aiment le comics, enfin on est sur des profils assez semblables. On trouve deux grandes écoles dans le jeu de plateau moderne. Si l'école allemande mise sur des mécaniques carrées et efficaces, les jeux dits Ameritrash comme Dead of Winter ou Conan misent quant à eux sur l'immersion et la narration, le système de jeu devenant ici une mécanique au service du récit et de l'expérience des joueurs. Ouais, le moteur de jeu pour moi c'est exactement comme la grammaire d'un roman. La grammaire, c'est le moteur du roman. Et ensuite, l'auteur, il s'en sert bien ou pas. Là, ensuite, c'est le rôle du scénariste. Donc là, on a un moteur qui est la grammaire du jeu. On a différents scénaristes et on va voir ensuite, à travers l'équilibrage, à travers les enjeux qui sont justement dans la partie, à travers les arbitrages que ça te pose, un bon scénariste, il va bien utiliser la grammaire du jeu. Alors pour créer un scénario, comment je procède, on va dire il y a deux grandes manières de procéder. C'est soit par exemple là pour Batman, j'ai une BD que j'aime beaucoup. Par exemple tout le passage avec la cour des hiboux, quand les ergots attaquent Batman chez lui. Ça, je sais clairement qu'il va y avoir un scénario où il y aura des ergots qui vont venir. J'ai déjà une histoire en fait en tête et je vais vouloir la retransmettre. En gros, c'est comme ça que je procède. Donc ce que je fais, bien souvent, c'est soit j'ai cette histoire en tête, soit j'ai une mécanique, ou quelquefois simplement parce que j'ai des figurines qu'il faut qu'ils soient utilisées, ou un plateau qu'il faut qu'il soit utilisé. Je me pose et je me dis, par exemple, Batman, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans un métro désaffecté? Qu'est-ce qui peut se passer avec Bane? Et en fait, c'est comme ça qu'on construit tout doucement. En fait, ce qu'on veut faire, c'est retransmettre ce qu'on a l'habitude de voir dans les pages de comics, en fait. Comme ici, chez Monolith, on lit tous à peu près des comics. Et en fait, notre but, c'est ça surtout. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va réfléchir, on va regarder les forces en position, on va essayer de trouver une mécanique intéressante qui va raconter l'histoire dans le scénario. Et on va construire tout autour de ça. On travaille de manière un peu collégiale, donc on va tous discuter ensemble, on va chacun apporter nos connaissances dans nos domaines spécifiques, puis sur l'univers Batman en général. Après, oui, c'est moi qui vais trancher s'il y a une direction à prendre, je sais pas, en termes de graphisme. En fait, le graphisme, c'est toujours délicat parce qu'il va toujours falloir savoir où placer le curseur entre l'ergonomie et l'esthétique. Donc forcément, les game designers ils vont toujours tirer vers l'ergonomie et les graphistes toujours vers l'esthétique. Et donc c'est moi qui dois à la fin dire où se trouve le curseur. On a, je sais pas, entre 35 et 50 compétences. Compétence, c'est une compétence qui est propre à chaque personnage. Enfin, qui n'est pas propre à chaque personnage, mais chaque personnage a son nombre de compétences qui lui sont propres. Donc moi j'ai Tony du game design qui m'envoie la liste des compétences avec leur définition précise. Donc je sais pas, un exemple, coup circulaire, quand tu donnes un coup, si tu as un reliquat sur ton résultat de dé, tu vas pouvoir le redistribuer sur un autre personnage. Donc voilà, moi j'ai juste ça. Et donc je dois faire une icône avec ça. Le but de l'icône, là en l'occurrence, ça va être ça va pas être d'être comprise de but en blanc, parce que la personne aura lu le livret de règles avec l'icône qui sera en face. Mais ça aura pour fonction d'être un rappel. C'est-à-dire que le mec, quand il va jouer, il faudra que juste en voyant le visuel, ça lui rappelle la règle. Pour reprendre le premier scénario qu'on fait tester un peu partout, celui avec Bane et les fameuses bombes dans le métro, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un scénario assez simple, comme là c'est un scénario d'initiation, il ne fallait pas que ce soit trop compliqué dans ce que ça raconte, et que ça puisse aussi amener des gens qui ne connaissent pas l'univers forcément de Batman, les amener dans l'univers de Batman en fait. Donc il fallait quelque chose de très simple. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre un postulat assez simple qui se fait beaucoup dans le jeu vidéo, c'est genre le désamorçage de bombes en fait. On s'est dit un terroriste qui peut être sympa dans l'univers de Bane, Bane on trouve qu'il colle bien, que c'était assez sympa à mettre et c'est un antagoniste assez important de Batman. Du coup, on a commencé à travailler autour. On s'est dit comment on va pouvoir gérer ces bombes-là. Donc en fait, on va placer, on va réfléchir en fait comment tout interconnecter dans le système. En fait, c'est comment on va les activer, de par la manipulation, parce que justement ça raconte ça. Du coup, il y a Ben qui est intelligent,
Lui, il peut manipuler à la base pour allumer les bombes. Il peut aussi accéder les PC pour allumer les bombes à distance. Et on s'est dit, quel est un petit gimmick qui pourrait être sympa pour agrémenter ce scénario-là, qui est tout bête. C'est par exemple lui injecter du venin. Et c'est là qu'on est parti du principe, on s'est dit, pourquoi pas faire un Bane avec un profil de venin. Du coup, la tuile événement, elle, par-dessus, va rajouter, quand on utilisera la tuile événement, Bane va se transformer, on remplace la figurine, on met son venin, là il devient beaucoup plus fort, il tape beaucoup plus fort, et là il est capable de briser Batman en fait. Donc c'est ce qu'on a voulu représenter, c'est un peu comme la BD. Du coup, quand on va être avec Batman, il va falloir se méfier de Bane parce qu'une fois qu'il s'est injecté le venin, il devient capable de détruire Batman en fait. Déjà, une fois qu'on a décidé de tous les personnages qu'on allait inclure dans le jeu, donc à la fois par rapport au scénario et puis par rapport à nos envies propres. Voilà, par exemple, le fait d'intégrer ou non un T-Rex dans le jeu. Voilà, ça typiquement, c'est moi qui l'ai voulu parce que je suis fan de dinosaures. Donc, voilà, quand j'ai découvert, parce que je connais Batman depuis assez peu en fait, depuis qu'on commence à travailler sur le projet. Voilà, donc quand j'ai découvert le T-Rex dans la Batcave, j'ai dit ok, on met un dinosaure, il n'y a pas moyen. Et après, il n'y a pas que les BD aussi, parce qu'il faut voir que nous, on parle de Batman, et pour aujourd'hui, Batman, alors, pour les puristes, entre guillemets, c'est avant tout de la BD, du comics, mais c'est aussi beaucoup des films. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans cet univers-là grâce à l'univers cinématographique qu'il y a eu autour, ou alors les animés aussi. Et donc on s'inspire aussi des films. En fait, on s'inspire de toute cette pop culture que tu as autour de Batman. Donc là, on a pris un parti pris graphique qui est plutôt orienté high-tech, en fait. Pour citer les films de Nolan, par exemple, qui a ancré le personnage de Batman dans un univers ultra réaliste, quasi scientifique, en fait. À partir du moment où on a choisi cette liste de personnages-là, on a fait beaucoup de recherches pour savoir quelle version de quel personnage prendre, quelle version rendrait le mieux en figurine, en 3 dimensions, etc. Et puis ce qui était plus cohérent par rapport aux histoires qu'on voulait raconter. À partir de là, on va sortir des documents références, donc des planches de BD, des extraits de cases, etc. Et puis je vais répartir entre les différents sculpteurs. Alors sur ce projet-là, on n'avait pas beaucoup de sculpteurs. On avait Arnaud Boudoiron qui est le lead sculptor, donc c'est lui qui a fait, on va dire, 80% des figurines du jeu. Et puis après, on avait 3 autres sculpteurs qui travaillaient de manière un peu plus anecdotique dessus. Moi, je vais répartir tous les personnages en fonction des différents sculpteurs. On envoie les références et après, je travaille main dans la main avec les sculpteurs pour choisir des poses. Donc ça, c'est un travail assez délicat parce que parfois, on trouve une case de BD où la pose est parfaite. Par exemple, il y a Batgirl qui est en train de lancer son batarang en même temps qu'elle court, qu'elle saute. Il y a une pose super dynamique. Là, il n'y avait pas besoin d'aller chercher. Et puis parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va faire des recherches anatomiques, des recherches de pose, tout ça. On a plus pris le parti d'avoir quelque chose de plus réaliste avec des interfaces HUD et qui visuellement est sympa en fait. Parce que encore une fois, on a beaucoup d'interfaces. Pour faire court, en fait, on va avoir des player boards devant nous avec beaucoup d'options, et on s'est dit, le mec qui incarne tel ou tel personnage, le but ça va être d'être le plus immersif possible. Donc en fait, on va lui faire l'interface comme s'il avait le batsuit sur lui, qu'il avait son petit bat ordi devant lui, et voilà, j'active tel gadget, tel machin. Nous, on a la licence pour tous les personnages d'ici. Donc on aurait pu mettre Superman, par exemple, dans Batman, mais ça pose des gros problèmes, là, encore une fois, cette fois en termes de jeu. C'est-à-dire, je fais quoi Superman est là, la partie s'arrête. C'est bon, t'as gagné, t'as fait jouer Superman. Ou alors, tous les scénarios avec Superman, t'es obligé de mettre de la kryptonite. C'est dommage, ça va finir par se voir que c'est un petit truc. On se demande dans l'histoire comment le perso joue. Simplement, on se dit, Batman, il est très polyvalent, très intelligent, il est fort au combat, donc fatalement, il va être fort un peu partout, il va être très fort en intelligence, en enquête, c'est le meilleur. Et après, en fait, par exemple, si on prend Nightwing, Nightwing, c'est un peu ce qu'on s'est dit, c'est un peu un Batman, mais pas tout à fait pareil. Donc, il sera pas forcément aussi intelligent que lui, mais il va être plus mobile, comme il a de son passé d'acrobate. Il va être un peu plus orienté bagarre, un peu plus fougueux. Donc, on essaie de par nos dés, de par toutes ces choses-là, en fait, les stats. Après, on a des stats, on sait qu'un dé, ça a une moyenne de temps. On essaie de régler le personnage pour qu'au final, en fait, il se joue comme dans la BD, il fonctionne, en fait, c'est tout bête. Au début, je voulais inclure Flash. Sauf que si tu respectes, moi je fais très attention à respecter justement la licence, Flash, en gros, à chaque moment de la partie, il peut occuper toutes les cases à la fois du jeu. C'est juste démentiel. Donc voilà, donc j'ai vraiment... on a beaucoup discuté de ça, parce que c'était...
c'est intéressant en termes de business, de mettre des personnages comme Flash, comme Superman, enfin, tu vois, comme Cyborg, comme Wonder Woman dans le jeu. On sait qu'on va en vendre plus, mais ça va casser le jeu, en fait. Ça va... Et du coup, sur le long terme, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien parce que c'est pas, ça rendrait le jeu moins intéressant, en fait. Voilà, ça rendrait le jeu, il serait plus vendeur, mais il serait moins intéressant. Ah, pour le coup, je les vois tous parce que nous, on développe toutes les player boards, on rentre les caracs et tout. Tu vois que, je sais pas, Salmon Grundy, la grosse brute épaisse qui réfléchit pas, tu vois, donc ils lui ont mis des compétences de combat en mêlée qui sont énormes, et à côté de ça, en intelligence, manipulation, c'est pas fou, quoi. Donc ouais, ça respecte vachement bien, quoi. Enfin, ça, pour le coup, c'est ultra immersif, ouais. Belloc, c'est moi j'ai voulu qu'il y ait Belloc, alors que Belloc, alors c'est pas un personnage secondaire, mais ça reste, ou Montoya, c'est des personnages qui sont quand même assez périphériques. Mais pour moi, tu peux pas ne pas les mettre, parce que sinon, encore une fois, parce que le vrai héros, c'est la ville. Et ils font partie des personnages, entre guillemets, de second plan qui habillent la ville. C'est très important, enfin, c'est des personnages comme ça on ne pouvait ne pas mettre. Montoya, c'est pareil. Montoya, c'est super important d'avoir Montoya, parce que, en fait, dans tout l'arc qui se concentre sur le GCPD, c'est là que tu t'aperçois qu'il prend une nouvelle dimension, et c'est là que tu te dis, putain, en fait, c'est vachement bien. En gros, Batman, tu le vois quasiment jamais, et c'est super intéressant, et parce que c'est là que tu t'aperçois à quel point le vrai héros, c'est la ville, et c'est pas les personnages eux-mêmes. Et donc voilà, c'est ce genre de personnages-là qui sont beaucoup plus secondaires que des Gordon ou des choses comme ça, mais sans qui la ville ne serait pas la ville, en fait. Donc voilà, ça c'est des personnages que je voulais à tout prix, Belloc, Montoya, des gens comme ça. Pour aller avec Poison Ivy, mettre les plantes carnivores en tant que goon, et ça c'est dans le Chevalier Noir, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, où il y a juste quelques cases comme ça où les plantes carnivores apparaissent. J'étais dit, ah bah oui, ça il faut le faire, parce que ça va faire... Enfin voilà, les plantes carnivores avec des énormes bouches, là, ça rend super bien en 3D, quoi. C'est moi qui ai voulu qu'il y ait le Red Hood des Gatling, parce que c'est depuis Predator, j'adore les Gatling. Quand j'ai vu Red Hood portant une Gatling, je dis bah, je veux qu'il y ait un Red Hood avec une Gatling. Alors que la plupart du temps, bah, Red Hood, voilà, il a ses 2 flingues, etc. Donc c'est de ma faute s'il y a une Gatling dans le jeu. Et moi, c'est la Catwoman de Team Sale, quoi. On a sorti une version, elle est juste magnifique, quoi. Donc pour les lecteurs, c'est un long Halloween et Catwoman à Rome. Une BD qui est ultra... Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais pour moi, c'est un classique, ouais, voilà, merci. C'est un classique, et la figurine est juste magnifique et ultra fidèle. Comme pour Conan et Mythic Battle, Monolith a fait le choix de distribuer son jeu Batman uniquement sur Kickstarter. Se passer du circuit des boutiques spécialisées ? Un choix souvent décrié, mais qui prend tout son sens si l'on en croit son créateur. Le jeu, il est très cher, il est à 139 $, donc ça fait à peu près 120 €, mais on tire nos prix vers le plus bas possible. Nous, on est sur des marges extrêmement faibles, ce qui fait que on ne peut pas se permettre de passer par l'intermédiation. Si tu passes par l'intermédiation, je vais juste faire un tout petit calcul, hein, ça ne va pas être chiant, mais ton distributeur, il te prend 40%, donc tu multiplies par 1,4. Ta boutique, elle prend 100%, donc tu multiplies encore par 2, donc en tout, tu vas multiplier par 2,8 le prix auquel nous, on va vendre au distributeur. Or, le prix auquel nous, on pourrait le vendre au distributeur, c'est le prix auquel on le vend déjà au client. Par son matériel, par le temps de travail qu'il y a avant, par les illustrations, par tout, en fait, c'est un ensemble de coûts qui est extrêmement important, qui fait que c'est un peu triste comme terme, mais c'est un produit luxe, en fait. C'est un produit luxe et qui a des coûts beaucoup trop importants pour pouvoir se retrouver en boutique. Et s'il se retrouve en boutique, il sera à un prix tellement élevé qu'il serait totalement invendable. Enfin, on parle honnêtement, on parle en boutique, il serait à 380 €. Alors disons que ta boutique, elle te fait peut-être 10%, tu vas être au-delà de 340 €, alors que tu peux l'avoir à 139 sur Kickstarter. C'est même pas intéressant pour les clients ensuite d'aller le chercher en boutique à 340 €, sérieusement. Pour moi, c'est un jeu, je vends un jeu. Ce que je veux, c'est que les gens y jouent. Je veux pas que les gens l'achètent juste pour les figurines, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je cherche pas des collectionneurs. Je cherche à ce que les gens, même le mec qui a jamais joué, au moins qu'il essaie, et
je pense que ça se passera bien, et si ça se passe bien, alors il continuera à y jouer, et ça sera pas simplement... parce que bien sûr, il y a plein de gens, je pense, et c'est dommage, qui vont acheter le jeu juste pour les figurines, parce que finalement, ça te fait de la figurine franchement pas mal, pour à moins de 1 dollar la figue, donc l'affaire en termes de matériel est super intéressante. Mais c'est pas ça que... moi, ce que je vends, justement, c'est l'histoire. Et donc, pour qu'il y ait de l'histoire, il faut que la mécanique, comme je le disais tout à l'heure, elle soit mise en branle. Et donc, qu'il y ait une partie de jouer. C'est pas que du matériel. Le matériel, c'est juste une petite partie de l'iceberg, en fait. Et moi, j'aimerais que le jeu soit joué, en fait. Voilà, c'est le truc... Honnêtement, c'est triste à dire, hein, mais je préfère un mec qui paye pas le jeu, qui joue au jeu chez des potes, mais qui y joue, qu'un mec qui le paye plein pot, mais qui l'a sur une étagère. C'est... Parce que sinon, c'est-à-dire que ce que je fais, ça sert à rien, en fait. Tout simplement, et que, encore une fois, hein, comme je te le disais tout à l'heure, on travaille tellement qu'on a tous besoin d'être quand même fiers de ce qu'on fait. Donc il faut que le jeu soit joué, c'est pas juste une question d'argent. Je veux dire, voilà, sinon je vends que de la figurine et puis je fais plus de jeu.